Moi, je ne crois pas que ces jeunes que j'ai vus, on a arrêté là, je ne crois pas qu'ils étaient venus avec la conviction de mourir. Il a suffi qu'on leur montre les photos de l'entraînement de l'armée malienne par les Français, où on tient les bois et on fait dans la bouche. On dit, bon, les gens là, il faut aller les tuer. Vous voyez les armes qu'ils ont, c'est nous qui les avons entraînés. Voilà leurs armes. Tu t'imagines un entraîneur, un formateur français qui tient du bois et qui fait dans sa bouche pour dire qu'il a entraîné une armée. Mais cette armée-là aurait mieux fait d'aller chercher les flèches et les arcs de ses parents pour aller faire la guerre. Parce qu'un bois qui fait ne tue. Une attaque d'une ampleur sans précédent. Des terroristes suréquipés, des drones kamikazes, des hommes recrutés jusqu'au Darfour. Tout était calculé pour faire tomber le Mali. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est la réponse, une riposte féroce, totale et populaire. Ce soir, nos experts décryptent pourquoi l'armée malienne est devenue la première puissance militaire de toute la sous-région et qui, dans l'ombre, continuait à financer l'ennemi. L'organisation de la riposte, du ratissage qui est en cours, Excellence Goyou Kegere, entre l'ampleur des attaques et la spontanéité et la férocité de la riposte, avec par endroits, Luc l'a souligné, la participation des populations aux mains nues. Qu'est-ce qui retient votre attention? Il retient mon attention qu'aujourd'hui, il est clair que dans toute la sous-région, la première armée, c'est l'armée malienne. On ne le dit pas assez. C'est l'armée malienne. Ils ont été surpris, mais même surpris, une armée qui est forte, mais elle se défend et elle retourne la situation. Tu te rappelles la guerre des 6 jours avec Israël, tu m'excuses de revenir toujours sur Israël, hein. La guerre du Kippour, ça veut dire que c'est le jour de la fête, tout le monde était à la fête, et tous les pays arabes coalisés sont allés attaquer Israël. Israël était un pays militairement fort, il a retourné la situation en 6 jours. Donc, l'armée malienne aujourd'hui dans la sous-région est la plus forte. Sinon, comme il l'a souligné, 1 240 000 km². Mais est-ce que les gens imaginent ce que ça représente comme superficie? Tu prends le Nigeria, 933 000 km², le Bénin, 112 000 km², le Togo, 56 000, le Ghana, 328 000, la Côte d'Ivoire, 300 combien mille, tu ne fais même pas encore le Mali. Imagine que tu es à gérer cette superficie-là. Pour un Togolais comme nous qui sommes assis dans un petit couloir, tu imagines la limite est et ouest, nord et sud en un quart de minute, tu vois que c'est une immensité et l'armée malienne s'est préparée en conséquence. Je voulais même dire quelque chose avant cette question quand tu parlais des bases arrières. Aujourd'hui, un Malien connu qui jouait dans le jeu des mouvements, des marches, des protestations, que les gens avaient eu la naïveté de prendre pour un ami du peuple, à savoir l'imam Diko, il est où? Il s'est proclamé maintenant porte-parole des terroristes. Il est où? Le Mariko, Omar, Mariko, machin là. Mais vous savez, quand vous appelez ces gens des responsables politiques, pour moi, c'était des opportunistes venus grossir leur ventre avec les biens de l'État en se proclamant politique. Parce qu'un homme politique a une carrière. Et il a bâti sur la carrière, sur l'amour de son pays et de son peuple. On ne peut pas devenir homme politique et on trahit son pays, non. La trahison ne fait pas partie du caractère d'un homme politique. Si tu n'aimes pas un régime, c'est ton droit. Mais ne pas aimer un régime ne t'autorise pas à être bête, à être naïf, à être manipulable, à être corrompu, pourri jusqu'à la moelle. Non, ça ne t'autorise pas. Moi, je suis contre le régime, Mais si je suis contre le régime, c'est parce que je me dis que à la place de ce régime, je ferais mieux pour la population. C'est pas à la place de ce régime, je grossirais un peu plus mon ventre. Donc, Omar Mariko court la savane sur des motos pour grossir son ventre. Il est en France, hein, tu sais, tout ce qu'il avait volé, au temps où il était quelque chose à Bamako, ça doit être épuisé. Et on lui dit, mais vas-y, hein, on va encore t'allonger quelques euros et tu vas manger. Sinon, est-ce que ce n'est pas une honte? Est-ce que ce n'est pas une honte? Tu te dis homme politique? Ce n'est pas une honte? Mais Luc, quand on voit les moyens militaires acquis ces derniers mois, ces dernières années par l'armée malienne, on se demande d'où ils trouvent le courage de venir faire ce genre d'opération. Peut-être, comme le dit le slogan sur place là-bas au Mali, ils peuvent y entrer, mais ressortir, ça va être extrêmement compliqué. Non, c'est des gens qui
qui n'ont pas de problème pour mourir. Ils ne craignent pas la mort parce qu'ils ont été endoctrinés, parce qu'ils ont été manipulés, c'est parce qu'ils ont été sclérosés. Ils n'ont même plus de cerveau. Vous voyez? Donc ça veut dire que lorsqu'on utilise ton cerveau à des fins religieuses, où on te fait croire que quand tu meurs dans des situations comme ça, tu vas directement au paradis, c'est un pacte que ceci. Sans compter les vierges qui t'attendent. Est-ce que vous voyez? Voilà. Vous voyez-vous? Donc, ça veut dire que ces gens-là, c'est des gens qui ne sont plus, qu'on ne peut plus utiliser comme étant des cerveaux utiles qu'on peut utiliser à des fins utiles. Vous voyez? Donc, ils viennent tout en sachant très bien qu'ils vont mourir. C'est pour ça qu'il y a des cas de kamikazes, etc. Il sait très bien qu'il va mourir. Mais l'essentiel pour lui, c'est de laisser une tâche, c'est de laisser un impact, c'est de tuer d'autres personnes. Tout simplement. Et vous voyez, on met à leur disposition des drones kamikazes, des armes de combat, et tout ce que même beaucoup d'armées en Afrique n'ont pas. Donc c'est clair que le travail, c'est un travail de sape. C'est d'ailleurs pour ça que, vous voyez, en Afrique, avant même qu'on nous colonisait, il a fallu qu'on ait des missionnaires qui essayent de nous travailler le cerveau. Quand vous maîtrisez le cerveau d'un individu, vous pouvez le conduire à toutes les fins possibles. Et c'est ce qui est en train de se passer justement. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous engageons dans un travail d'éveil de conscience, de conscientisation des citoyens d'Afrique pour qu'ils comprennent que leur salut ne peut venir aucunement d'ailleurs que d'eux-mêmes par une action déterminante pour permettant d'impacter leur environnement. C'est ce travail de fond que nous sommes en train de faire pour contribuer justement à cette lutte-là qui est en train d'être menée dans les pays du Sahel. Parce que dans tous les cas, on n'a pas d'autres issues. Jamais l'impérialiste, le colonisateur, l'influenceur de l'extérieur ne saurait poser un acte noble visant à épanouir un citoyen d'Afrique. Puisque justement, il est convaincu que c'est par son action qu'il peut tout ramasser en Afrique. Il peut toujours, donc, il est prêt à raser l'Afrique et donc les Africains et donc exploiter l'Afrique sans les Africains. Et on doit pouvoir le comprendre. Excellent, oui. Je voulais remarquer quelque chose. Il dit que bon, ils viennent parce qu'ils n'ont pas peur de mourir. C'est vrai. Ils sont intoxiqués, religieusement intoxiqués. Mais ce n'est pas l'islam. Oui, ce n'est pas l'islam qui dit aux gens d'aller mourir. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un islam dévié de sa mission. Tout à fait. Qui prône ce genre de comportement. Mais moi, je ne crois pas que ces jeunes que j'ai vus en arrêté là, je ne crois pas qu'ils étaient venus avec la conviction de mourir. Il a suffi qu'on leur montre les photos de l'entraînement de l'armée malienne par les Français, où on tient les bois et on fait dans la bouche, on dit bon, c'est les gens là, il faut aller les tuer. Vous voyez les armes qu'ils ont, c'est nous qui les avons entraînés. Voilà leurs armes. Tu t'imagines un entraîneur, un formateur français qui tient du bois et qui fait dans sa bouche pour dire qu'il a entraîné une armée. Mais cette armée-là aurait mieux fait d'aller chercher les flèches et les arcs de ses parents pour aller faire la guerre. Parce qu'un bois qui fait popo ne tue personne. Donc, ils sont venus, c'est vrai, ils s'en foutent de la mort, mais c'est vrai, ceux qui les ont envoyés ne leur ont pas dit que l'armée malienne est une armée très puissante. Non, on ne leur a pas dit ça. Qui a changé de pedigree entre-temps. Oui. On a. Donc, qui a changé entre-temps. Oui, ils n'ont pas compris que l'armée a changé. Que Assimi Goïta et ses gars sont venus, ils ont maintenant une armée. Parce qu'avant, si c'était avant, les terroristes auraient en main la liste des armes qu'ils ont. Aujourd'hui, les terroristes ne peuvent pas avoir en main la liste des armes que ces gens-là ont. Avant, on sait qui leur fournissait quelles armes, dont les bâtons d'entraînement. Attends, quand même, des bâtons d'entraînement. Mais les terreaux ont mis quand même des moyens colossaux un samedi. Ces moyens engagés et perdus dans les attaques vont-ils durablement affaiblir ces groupes terroristes? Ils ont perdu beaucoup d'argent. Puisqu'ils ont une source de financement qui est pratiquement illimitée. Oui, ils ne sont pas intarissables. Évidemment, les hommes, ils vont les recruter. L'ambassadeur a dit tout à l'heure qu'ils sont même allés jusqu'au Darfour pour chercher les hommes. Ils vont toujours multiplier des artifices, des moyens pour pouvoir jouer le rôle trouble contre les États du Sahel. Ça, c'est une évidence. Mais en retour, c'est la détermination, le caractère farouche de l'action de l'armée malienne, en tout cas de l'ensemble du Sahel, qui va déterminer la suite des combats. L'ambassadeur a dit qu'il faudrait que ces genres d'attaques-là, pour qu'elles finissent là, il faudrait des changements dans certains pays
Mais je pense qu'il n'a pas pu dire. Il n'a pas pu dire. Parce que les dirigeants là, de ces pays-là, donc regardez, suivez bien mon regard, prennent le problème sahélien comme un problème personnel. C'est-à-dire qu'ils sont outrés, ils sont courroucés du fait qu'ils ont été humiliés quand on voit un pays qui en réalité est décrété pauvre demander aux forces extérieures, des puissances extérieures, de quitter, de partir. Et ça, c'est un problème, c'est un affront. Ils prennent ça personnellement et disent, donc jurent par tous les cieux, qui vont montrer donc à ces pouvoirs-là qu'en réalité, ils ont osé et que cette audace-là ne devrait pas pouvoir payer. Vous voyez? Donc, c'est dire qu'à partir de l'instant où ils sont encore là, et ils personnalisent le problème sahélien, ils vont multiplier, comme il l'a dit, les francs CFA, ça se fabrique quelque part, on connaît très bien. Et donc, ils vont toujours continuer ça. Mais c'est très heureux de constater tout l'investissement qui est fait pour restructurer l'armée, l'équiper et lui donner les moyens de son action. C'est aussi impressionnant d'observer comment on travaille l'esprit du citoyen malien, l'esprit du citoyen sahélien, pour qu'il soit fier d'appartenir à quelque chose de noble, de louable. C'est à partir de cette dynamique-là unitaire que toutes ces actions vont finir par être vaines parce que le caractère déterminant, l'action farouche de l'ensemble de ce peuple-là va finir par les contrer. Conclusion, l'ennemi est entré, mais ressortir, c'était une autre histoire. Ce que cette attaque a révélé, c'est que le Sahel a changé, l'armée a changé et le citoyen a changé. Tant que les peuples du Sahel restent unis derrière leurs forces armées, aucune puissance extérieure, aucun mercenaire de l'ombre, aucun traître bien installé en Europe ne pourra éteindre cette flamme. Partagez cette vidéo, l'Afrique